Voilà, halte au blabla, la RSE avec l'ISO 26000, c'est du concret. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Merci de nous accueillir chez vous ce matin à l'invitation du groupe AFNOR pour ce premier épisode d'une trilogie autour de l'ISO 26000 qui est, vous le savez, catalyseur depuis 10 ans cette année d'une RSE concrète et mesurable sur le terrain. Vous êtes un peu plus de 340 derrière votre écran ce matin. Je sais que vous arrivez petit à petit là, à 8h33. Vous êtes des professionnels de la RSE en conseil, en accompagnement ou au sein d'entreprises. Vous cherchez des infos concrètes, des exemples d'actions. Eh bien, vous allez être servis aujourd'hui avec nos invités qu'on va vous présenter dans quelques instants. Vous êtes également acheteur spécialiste de la qualité, de l'environnement, du marketing et de la communication. Je sais aussi qu'il y a des dirigeants d'entreprises et puis même quelques acteurs publics et des représentants des ministères. Mon nom est Yann Cusack, j'ai le plaisir de vous accompagner ce matin. Nous sommes ensemble 90 minutes jusqu'à 10 heures. Alors vous le savez, la norme ISO 26000, c'est la norme internationale de référence en responsabilité sociétale. Elle est connue à 93% des entreprises qui s'engagent en RSE, bien loin de la United Nations Global Compact qui, elle, a 20 ans, cette norme qui est connue à 68%, et les ODD, les objectifs de développement durable, à 66%. Des milliers d'entreprises utilisent donc cette norme ISO 26000 en France aujourd'hui. On va rappeler les 7 grandes thématiques autour de cette norme: la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations, les conditions de travail, l'environnement, bien entendu, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local. Alors pourquoi halte au blabla ? Eh bien parce qu'on veut des retours d'expérience, des initiatives concrètes et fructueuses, et les 4 invités qu'on va vous présenter dans quelques instants ont promis d'être très concrets ce matin. Et pourquoi j'ai parlé de trilogie ? Parce que ce sujet de la RSE, ce sujet de la norme ISO 26000, nous allons le traiter en 3 épisodes. Ce matin, 1er juillet, ce sont des entreprises qui sont invitées. Mercredi prochain, le 8, épisode numéro 2 avec les filières. Et puis dans 15 jours, le 15 juillet, juste après notre fête nationale, dans 2 semaines, donc les territoires seront autour de la table. Donc, 3 épisodes. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les prochains épisodes des 8 et 15 juillet. Les liens s'afficheront dans le chat, justement. Alors, en parlant du chat, vous, mesdames et messieurs, qui passez 8 heures par jour depuis 4 mois derrière votre écran, vous savez que le succès de telles émissions en ligne passe par une belle interactivité avec vous, et justement, vous allez pouvoir interagir avec nos invités. Pour cela, nous avons à nos côtés un modérateur qui est Monsieur Relations Presse du groupe AFNOR. Bonjour Olivier Gibert. Bonjour Yann. Salut Olivier. Donc, vous allez jouer ce rôle de modérateur aujourd'hui, puis quelques règles à rappeler. Comment ça va se passer ? Alors, vous avez toutes et tous le module conversé dans la plateforme. Pour pouvoir poser vos questions, vous êtes invités à les poser tout au long des présentations ou des discussions pour qu'on puisse les traiter et les relayer. Et ce sera mon travail ce matin auprès des intervenants. Il y aura, je crois, 2 sessions de questions-réponses. C'est ça, Yann ? Oui, c'est ça. On va à 9h05 environ, puis à 9h40, 2 sessions d'échange avec nos invités. Alors, on aimerait pouvoir ouvrir les micros et se voir, etc. Ce n'est pas très facile. C'est pour ça qu'on a choisi ce chat, et c'est Olivier qui relaie les questions de façon écrite. Il y a des questions, mais vous pouvez aussi vous exclamer, faire transparaître vos émotions, et Olivier les relaiera également. Autre chose, Olivier, c'était bon pour les règles ? Dernier point, juste couper vos caméras, s'il vous plaît, à celles et ceux qui assistent à cette conférence. Je vais faire de même pour réduire la bande passante et privilégier les intervenants. Merci. Notez également que cette émission sera enregistrée, donc on retrouvera des photos sur les réseaux sociaux et surtout des replays. Donc vous aurez les infos un peu plus tard dans les mails qui suivront. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Interaction 9h05, 9h40. Et puis, c'est une émission sous le parrainage de Stéphanie Kerbar, qui est députée et présidente du groupe d'études RSE de l'Assemblée nationale. Elle nous salue ce matin en vidéo, accompagnée du directeur général du groupe AFNOR, Olivier Perra. C'est parti pour la vidéo. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette webconférence consacrée à la RSE, avec des entreprises qui vont témoigner. En tant qu'AFNOR, groupe associatif, la RSE, c'est un sujet tout à fait important
tout à fait d'actualité. On travaille le sujet depuis longtemps puisque la norme ISO 26000 a été publiée il y a une dizaine d'années. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, au niveau international qui a évolué comme l'on sait, avec des déclinaisons de cette ISO 26000 au niveau par exemple des achats responsables, en matière également aussi de lutte contre la corruption. On se rend compte également que cette norme ISO 26000, elle est très concrète, elle apporte des outils qui permettent à tous les acteurs de s'approprier les objectifs du développement durable. Les objectifs, ce sont des choses générales. L'ISO 26000, c'est du très concret. Et ce qui est magique avec l'ISO 26000, c'est que ça s'applique non seulement au niveau des entreprises, mais que cela peut également s'appliquer tout aussi bien, moyennant transposition, au niveau des territoires. Au niveau des territoires, mais également à l'ensemble des organisations. Aujourd'hui, les entreprises s'engagent dans la RSE et c'est très bien, je m'en félicite. Mais certaines mériteraient d'aller plus loin. Comment ? En publiant et en faisant savoir concrètement comment se décline la RSE en termes d'action sur le territoire, au sein de leur entreprise, sur des actions liées à leur cœur de métier. Et je suis très heureuse aujourd'hui de participer à cette table ronde qui fête les 10 ans de la norme ISO 26000. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne webconférence, que ces témoignages soient fructueux et puissent vous donner à vous aussi l'envie de vous engager. Voilà pour l'accueil de Stéphanie Kerbar et Olivier Perra. On va découvrir nos trois invités ce matin. On va commencer par Roland Lojolif. Bonjour Roland. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de Sanogia. Vous fabriquez et distribuez des produits d'hygiène. Votre entreprise est née à Marseille en 1997. Elle a été transférée dans le Var 10 ans plus tard. En 2007, vous êtes sur le plateau de Signes, à 2 pas du circuit automobile du Castellet. Vous êtes une TPE d'une quarantaine de collaborateurs. Pour vous présenter 2 questions, un produit peut-être à présenter, puis comment avez-vous traversé cette crise, cette période, Roland? Donc, comment on a plutôt traversé la période plutôt que la crise, puisque en étant dans l'hygiène et la désinfection, forcément, nous avons été très sollicités pour répondre à toutes les demandes en matière de gel hydroalcoolique et de produits désinfectants. Nous avons d'ailleurs utilisé cette période que nous venons de connaître pour développer un nouveau produit, un nouveau désinfectant. Donc, on se sert dans les collectivités, les crèches, les écoles, les laboratoires ou même dans des supermarchés pour désinfecter des grands volumes. Donc, depuis le mois de mars, nous sommes très sollicités à la fois sur du gel hydroalcoolique et bien sûr sur les produits désinfectants que nous livrons en grande quantité. Et on va voir dans quelques instants avec vous comment vous vivez cette norme ISO 26000, comment vous vivez la RSE. Après une TPE, un représentant d'une PME, on va du côté de Quimper en Bretagne avec Armor Luxe. Bonjour Grégoire Guyon. Bonjour Yann. Bonjour Grégoire, vous êtes directeur communication et RSE d'Armor Luxe, une entreprise qui a 82 ans d'existence. Elle a été créée en 1938 à Quimper, donc 600 salariés, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2019. 2 activités, 60% du CA pour du prêt-à-porter et puis les vêtements professionnels, notamment ceux des facteurs à la Poste, pour 40%. Un mot sur votre actu et puis des produits à nous montrer à l'antenne. L'actu, parce que c'est récent et complètement en lien avec la conférence du jour, c'est la sortie il y a une semaine des premières lunettes de soleil fabriquées à base de filets de pêche recyclés avec 2 partenaires, Acuitis, une maison d'optique, et une start-up brestoise qui a souhaité récupérer et recycler les filets de pêche usagés qu'on pouvait récupérer sur les ports bretons. Donc complètement en lien avec la conférence du jour sur le plan de l'ancrage territorial, puisque c'est 3 partenaires de l'Ouest, et puis sur le plan de la responsabilité environnementale. Et puis une marinière à nous montrer peut-être, non? La marinière d'Armor Luxe. Si vous me lancez là-dessus, évidemment, ça c'est le produit iconique de la marque. Qui est un vêtement militaire et qui, grâce à beaucoup de créateurs, est devenu un objet de mode qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Et on fabrique cet article en très grande quantité depuis la fin des années 60. Voilà pour Armor Luxe, et on file en Gironde, département 33 au parc naturel régional du Médoc, à Sainte-Hélène précisément, avec un binôme, Jean-Charles Rine et Pauline Leprêtre. Jean-Charles Rine, PDG de Adam, et Pauline Leprêtre, sa complice du jour qui est responsable RSE. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yann, bonjour à toutes. Bonjour à tous.
Jean-Charles, on salue également votre maman qui nous écoute ce matin. Si vous avez des dédicaces, n'hésitez pas, ce sera le moment ici ou là. Vous êtes une PMI née en 1880 dans le secteur manufacturier de l'industrie du bois, 9 millions de chiffre d'affaires, 65 personnes. Et vous produisez des packaging haut de gamme pour les vins. Je vois d'ailleurs qu'il y a des choses derrière vous. Pouvez nous expliquer ça? Alors, merci pour le clin d'œil à la famille, on en reparlera. La famille Adam, c'est important. Oui, par exemple, on a un joli produit un peu symbolique aussi pour la provenance des matières dont on parlera tout à l'heure. Donc, c'est un beau chêne français qui a été développé avec un opérateur très connu du monde du vin et très prestigieux pour le Palais de Versailles. Donc, il y a des enjeux aussi sociétaux dans ce qu'on va aborder. Donc, c'est une forme de symbolique puisqu'une partie des ventes, c'est un produit qui a été vendu aux enchères, a été dédié à Notre-Dame, voilà, sur un autre plan. Voilà pour les produits. Voilà pour les produits. On va y aller, les 8h44, mesdames et messieurs. Première session de questions-réponses à 9h05, mais pour ça, il va falloir que vous écoutiez évidemment nos invités. On va rester avec vous, Jean-Charles et Pauline. Vous, la RSE, c'est par son volet social et notamment les relations et les conditions de travail que vous en faites une traduction très concrète avec un modèle alternatif social qui vous rend plus fort que des industries à bas coût. Racontez-nous un petit peu, on va remonter en arrière en 2009. Racontez-nous le virage qui s'est opéré chez vous à partir de 2009. Oui, alors en 2009, on sortait d'une dizaine d'années de confrontation avec une problématique générale qui était celle de la globalisation. Et donc, on a décidé collectivement, sur un mode déjà de partage de décisions, de partage de risques aussi, mais potentiel partage de gains, de redémarrer sur une aventure complètement localisée en France en termes d'opération, et de se mettre d'accord, j'allais dire, sur un certain nombre d'outils tels qu'une transparence financière totale, pas de dividendes versés à l'actionnaire que vous avez en face de vous, et donc intégration des profits totaux dans l'entreprise. De remettre aussi un peu une partie prenante, on va beaucoup parler de partie prenante, je pense, dans cette matinée, une partie prenante importante au cœur du dispositif, qui est celle de nos clients, mais aussi de nos fournisseurs. Et on a constaté, alors on était convaincus, parce qu'il y a une culture aussi d'entreprise et une histoire, on n'est pas on parle de modèle, mais je ne suis pas sûr qu'on soit un vrai modèle de ce point de vue-là. On a une culture particulière, donc on était convaincus que le volet social était évidemment un facteur important de performance, et c'est ce qu'on a constaté tout de suite, puisqu'on était en 2009 en difficulté, dans un contexte en difficulté, un peu au même titre que celui qu'on va connaître dans les mois qui viennent, et on a réussi tout de suite une performance économique qui était assez incroyable, et qui était dû finalement à un engagement des collaborateurs sur la base de ce que je vous ai dit précédemment. Engagement qui s'est traduit par 20 points de gains de productivité directe, ce qui est absolument massif et incroyable dans des industries manufacturières traditionnelles comme les nôtres. Parce que vous leur demandez quels sont les sujets prioritaires, vous demandez à vos collaborateurs, vous les impliquez dans les décisions, et puis vous leur demandez ce qu'ils souhaitent voir mis en œuvre, et vous mesurez l'efficacité, hein, c'est ça? 2 ans plus tard, Alors, en 2009, ce n'était pas le cas, c'était plus une logique d'échange. Ensuite, comme effectivement on a vu qu'il y avait des choses qui étaient assez fonctionnelles, on a essayé tout de suite de trouver des outils. On parlera d'outils plus élaborés au fur et à mesure de l'évolution de la discussion, mais en particulier, et à travers d'une rencontre avec l'IAE de gestion de la fac de Bordeaux, on a mis très rapidement en place une enquête dite capital humain, donc un questionnaire sur une 60aine d'items qui vont de la confiance en l'avenir, à la fierté d'appartenance à l'entreprise, à l'attractivité, aux conditions de travail, à la rémunération. Et à chaque fois, donc là, on a intégré finalement la logique qui nous guide depuis. On était dans une logique de mesure, d'identification des points faibles, caractérisés comme étant importants par le personnel. Et l'idée, c'était de mettre un plan d'action vis-à-vis de ces points faibles et de remesurer sur une périodicité de l'ordre de 1 à 2 ans quelle était l'efficacité finalement de l'action qui avait pu être mise en place, efficacité jugée par le personnel lui-même. Alors, alto blabla, Jean-Charles, exemple d'action concrète, très simple. On veut des bonnes idées. Celles et ceux qui nous écoutent attendent des idées concrètes. Qu'est-ce que vous avez mis en place à l'époque? Donnez-nous quelques exemples, très simples. C'est assez classique, mais le premier point faible qui a été détecté par nos collègues, c'était la problématique des rémunérations au sens large. Donc, tout de suite, on a mis en place un contrat d'intéressement qui rétribuait 7,5% à l'époque du résultat courant avant impôt,
plus une mutuelle d'entreprise financée à 50% par l'employeur. Et un peu plus tard, et là sur un mode de décision un peu plus complexe, puisque sollicitant l'ensemble des collaborateurs sur un plan de travail d'un horizon d'environ une année, on a décidé collectivement d'un système de répartition finalement des profits dans l'entreprise, concrètement qui répartit quand l'entreprise gagne de l'argent, ce qui peut arriver qu'elle n'en gagne pas, qui est réparti à peu près 30% du résultat courant avant impôt sur l'ensemble des salariés sur une base égalitaire. Voilà, on creusera un peu tout ça tout à l'heure sur le sujet de la gouvernance, parce que c'est lié, on va demander à Roland Le Joly, vous aussi, action originale et innovante sur ce même volet social. Roland ? Oui, effectivement. Alors nous aussi, nous avons travaillé sur le volet social depuis 2 ans. Il y a 2 ans, nous avons aussi mis en place un contrat d'intéressement pour les salariés qui va très certainement être activé dès cette année. Et parmi les autres mesures que nous avons mises en place, il y en avait une qui était très originale et qui nous tenait vraiment à cœur. C'était de permettre à nos salariés de pouvoir bénéficier de quelques jours de congés supplémentaires en s'inscrivant dans une action sociale ou solidaire. Nous sommes une TPE, donc comme beaucoup de TPE, nous sommes quand même très attentifs aux conditions de travail des collaborateurs. Et donc, ce que nous avons mis en place, c'était 3 jours de congés supplémentaires pour toute personne qui s'engageait, donc, comme je viens de vous dire, dans une action sociale ou solidaire. Et l'année dernière, nous avons été très fiers de pouvoir offrir ces 3 premières journées de congés supplémentaires à une apprentie de Sanogia, puisque ça a été la première à déposer un dossier et ça a été la première à recevoir ces 3 jours. Nous espérons bien évidemment qu'il y aura d'autres exemples comme cela dans notre groupe dès cette année. Et ce que nous avons aussi mis en place comme action originale, donc nous sommes cofondateurs d'une ONG, l'ONG Josie Chambon, l'Humanitaire pour tous, qui est située à Toulon. Et donc cette année, ce que nous avons décidé, c'était plutôt que de contribuer à hauteur d'une adhésion qui est tout à fait minime, nous avons préféré offrir du matériel et des produits d'entretien à cette ONG qui envoie des infirmières sur des théâtres d'opération en Afrique ou en Asie, et qui est donc très investi auprès des populations qui sont défavorisées. Donc, on a trouvé que c'était une très belle action qui rentrait en lien avec nos valeurs. Et donc, à partir de cette année, nous mettons en place cette contribution un peu plus importante que la simple adhésion de 25 € qui est vraiment une petite adhésion, mais qui sert quand même à acheter quelques médicaments pour ces infirmières et ces médecins qui se rendent utiles. Collaboration avec une ONG, et puis vous l'aviez dit, votre apprentie Élodie, à qui vous avez offert 3 jours de congé parce qu'elle s'investit dans un EHPAD, je crois, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, le week-end, elle aide cet EHPAD, soit en tenant un peu de comptabilité, mais surtout en se rendant disponible auprès des personnes qui sont membres de cet EHPAD-là. Et donc, on a trouvé que c'était très beau, cet engagement complémentaire à son activité d'assistante de vente à Sanogia. Grégoire Guyon, focus de votre côté pour une entreprise textile sur les droits de l'homme, un pan important, l'un des 7 points de la norme ISO 26000. Racontez-nous ça, Grégoire. Vous avez tout à fait raison, Yann. On évolue dans un secteur un peu particulier, le textile, l'habillement, qui est un secteur mondialisé, sensible sur le plan de l'éthique. Et on a considéré, nous, qu'il était de notre responsabilité de donner des garanties à nos clients, quels qu'ils soient, que ce soit des clients, des consommateurs ou des clients donneurs d'ordre, des garanties sur la transparence des filières d'approvisionnement et surtout sur l'éthique de nos fournisseurs. Donc, pour cette partie et pour ces évaluations en fait, qu'on réalise depuis un peu plus de 15 ans maintenant, ce qui nous donne quand même une bonne expertise sur les risques RSE qu'on peut rencontrer ici et là dans le monde, on a choisi de faire évaluer nos fournisseurs par un cabinet indépendant qui s'appelle PwC. Et pourquoi PwC ? Parce qu'il avait une approche qui était intéressante pour nous, c'est-à-dire qu'il ne connaissait rien au textile, je force volontairement le trait, c'est-à-dire que c'est un cabinet d'audit international dont les méthodes d'audit sont connues, rigoureuses, extrêmement strictes.
Et on voulait éviter en fait tout risque de collusion qui pouvait parfois exister dans notre univers, hélas, entre la certification qualité d'un produit et la conformité d'un fournisseur avec les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies et les droits fondamentaux du travail. Donc voilà, on a confié ça à PwC. On a réalisé près de 700 évaluations depuis 15 ans dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on évalue? Donner des exemples simples. Il y a 12 thématiques qu'on évolue, qui sont regroupées en plusieurs items. Vous retrouvez les droits fondamentaux du travail, c'est-à-dire l'interdiction du travail des enfants, l'interdiction du travail forcé, la liberté d'association, tout ce qui touche évidemment à la santé et à la sécurité des travailleurs. Il y a des données qui sont plus en lien avec le respect de l'environnement et aussi la santé, parce que c'est quelque chose qui est important, la santé humaine, notamment sur tous les colorants qui sont utilisés pour teindre des vêtements. Et cette démarche, en fait, elle est intéressante. Alors évidemment, le risque zéro n'existe pas, faut se parler franchement, même si on n'a pas rencontré de très gros problèmes. C'est juste une vision à un instant T. Mais en tout cas, l'intérêt, ce n'était pas de sanctionner des fournisseurs, c'était plutôt de les amener dans une démarche de progrès. Et en fait, ces évaluations ne doivent pas être considérées comme des sanctions, mais plutôt comme des moyens de progresser. Et c'est un peu ce qu'on essaie de s'appliquer à nous-mêmes lorsqu'on fait de la RSE en France, chez nous, dans notre entreprise et nos usines. Mais on a essayé en fait d'adapter cette démarche de progrès et cette ambition de progresser à l'ensemble de nos fournisseurs et sous-traitants. Vous progressez en même temps que vos fournisseurs. Vous enchaînez, Grégoire, sur une deuxième thématique qu'on appelle l'ancrage territorial. C'est indiqué comme dans le développement local, tout à l'heure, dans les fameux 7 points que j'ai cités rapidement. L'histoire d'Armor Luxe est indissociable de celle de la Bretagne. Et donc, vous avez 1001 partenariats locaux et vous travaillez beaucoup en Bretagne. Racontez-nous. Vous avez raison, vous l'avez dit, l'histoire d'Armor Luxe est indissociable de celle de la Bretagne. C'est en Bretagne que l'entreprise est née, en 1938. C'est en Bretagne que l'entreprise préserve ses savoir-faire et défend ses emplois industriels dans un secteur difficile qui est celui du textile, et en particulier dans une région qui n'est pas historiquement une région textile. Donc, les dirigeants de cette entreprise ont manifesté la volonté d'ancrer l'entreprise sur son territoire et d'être un partenaire responsable pour défendre l'emploi et créer de la richesse. Donc, parmi les exemples qu'on peut donner en dehors effectivement toute la politique de partenariat et de mécénat, parce qu'on essaye de faire des choses cohérentes en soutenant des associations, des événements qui célèbrent un peu la culture bretonne et la mer, puisque c'est l'environnement immédiat dans lequel la marque évolue. D'ailleurs, j'en profite pour donner un petit message à tous les événements qu'on a l'habitude de soutenir et qui ne vont pas pouvoir se tenir cet été. Voilà, pour leur dire que l'année prochaine, on sera à leur côté quand les conditions sanitaires leur permettront d'organiser à nouveau ces beaux événements. Pardon ? Les festivals bretons notamment. Exactement, les fêtes maritimes de Brest, le festival du bout du monde à Crozon, le festival interceltique de Lorient. Voilà, quelques exemples de festivals qui ne peuvent pas se tenir cette année. Voilà, bref, je pense bien. Et puis, donc ça, c'est le premier point. Le second, on a beaucoup investi pour pour améliorer l'outil industriel. En 2018, l'année des 80 ans de l'entreprise, ses dirigeants, Jean-Guy Le Floch et Michel Guéguin, ont décidé d'investir 3 millions d'euros pour moderniser l'outil de production, les bureaux, agrandir le magasin qu'on a sur le site à Quimper. Et ça s'est fait en fait avec aussi la volonté d'améliorer les conditions de travail des salariés, qui étaient déjà assez correctes, mais voilà, on peut toujours faire mieux. C'est un des points de la RSE important, c'est qu'on peut progresser, il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a fait. Ce qui est important, c'est plutôt l'avenir plutôt que le passé. Puis je ne peux pas ne pas revenir sur
toujours en matière d'ancrage territorial, sur ce qui s'est passé ces derniers mois, en particulier cette pandémie à laquelle on a tous été confrontés. Historiquement, on n'est pas un fabricant de masques et de blouses, mais étant entendu que notre réseau de distribution était fermé pendant près de 2 mois, on a été extrêmement sollicité par d'abord les établissements de santé, et ensuite par les entreprises, puis les communes de la Bretagne pour fournir des masques et des blouses. Et voilà, on s'y est mis voilà, on a souhaité contribuer à l'élan de solidarité nationale. On n'a pas constaté que chez nous d'ailleurs, hein, puisque Roland en a parlé, il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont impliquées dans le textile et dans d'autres secteurs, mais on a fait partie de cela. Voilà, on est assez fiers d'avoir fait partie de cela. Et sur ce point, on a équipé évidemment beaucoup de communes de l'ouest de la France, Quimper évidemment, Brest, Rennes, Lorient, les pays du Cap Sizun. Mais je peux aussi citer la SNCF, Grand Donneur d'Ordre Public, Franprix, et quelques villes qui ne sont pas bretonnes, qu'on a aussi équipées parce qu'ils avaient des besoins, comme la ville de Vincennes en région parisienne ou Deauville en Normandie. Voilà, donc grâce à eux, on a pu passer cette période compliquée pour les acteurs du textile. Ça reste pas simple, hein. Mais voilà, pendant qu'on faisait ça, on avait l'impression d'être utile et de mettre en pratique un peu nos convictions, nos convictions en matière de RSE, parce que c'est bien d'avoir des convictions, mais quand on est dans la difficulté et quand les gens sont dans la difficulté, il faut savoir prendre des décisions parfois courageuses, et j'ai l'impression que c'est ce que l'entreprise a fait. Armorlux qui soutient la Bretagne, et Bretagne qui soutient la marque Armorlux. C'est un partenariat croisé. Dans 5 minutes maintenant, vous allez pouvoir, chers invités, je rappelle que vous êtes plus de 300 derrière vos écrans. Bienvenue à nouveau à celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc dans 5 minutes, questions à nos 4 invités. Avant cela, on poursuit sur l'ancrage territorial et on va retourner voir Pauline Leprêtre et Jean-Charles Rine. L'ancrage territorial, pour vous, chez Adam, ça se joue sur les appros notamment. Oui, c'est peut-être le plus grand poste, ça se joue sur nos approvisionnements en bois. Donc moi, je vais vous parler de nos 2 essences principales, le pain standard et le radiata. Alors le pain radiata, on en a un exemple ici juste derrière. C'est du pain un peu plus clair que le pain standard. Et ce pain-là ne pousse qu'au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans le Pays basque espagnol. Donc nous, on a choisi de travailler uniquement avec du pain radiata qui vient du Pays basque espagnol. On avait un contrat d'exclusivité avec ce fournisseur-là. Et comme la RSE, pour nous, c'est aussi une logique de couverture du risque, on est allé même plus loin. On est allé jusqu'à de l'intégration amont de ce fournisseur. Parce qu'on trouve que ça n'aurait aucun sens de faire venir du bois de l'autre bout du monde pour fabriquer nos caisses ici. Et ce sujet-là soulève le sujet de l'importance de la caractérisation des matières. Parce que par exemple, si vous avez un fournisseur espagnol qui, lui, s'approvisionne en Nouvelle-Zélande, et ben vous avez beau avoir votre premier maillon de votre chaîne d'approvisionnement qui est espagnol et qui semble pas très loin, ben, finalement, ce qui est important, c'est d'où vient la matière. Et on a vraiment un sujet crucial autour de ça, c'est-à-dire d'avoir des outils qui permettraient de caractériser réellement d'où provient la matière, comment elle a été extraite, quels impacts associés, etc. Et comment vous faites pour vérifier tout ça, alors toute la chaîne de l'Espagne à l'Amérique du Sud? Ah bah nous, on n'a pas besoin de la vérifier parce que nous, on ne s'approvisionne pas d'Amérique du Sud ou de Nouvelle-Zélande. Nous, tout le pain radiata qu'on utilise vient d'Espagne, vient du Pays basque espagnol. D'accord. Okay. D'avoir cette proximité avec notre fournisseur, on sait d'où vient le bois, on sait d'où sont les exploitations forestières. Donc ça, c'est un point très important. Est-ce que vous achetez plus cher malgré tout, quitte à dégrader vos marges? Alors là, justement, ça c'est plutôt le sujet autour du pain standard. Donc en fait, comme vous l'avez dit, on a implanté en Gironde à Sainte-Hélène. On est au cœur du massif des Landes, donc c'est le plus grand massif de pain maritime d'Europe. Donc on pourrait se dire, voilà, on a du bois juste à côté, on pourrait utiliser celui-là pour fabriquer les caisses. Mais en fait, il faut savoir que les vinicaissiers, c'est comme ça qu'on appelle les fabricants de caisses à vin,
s'approvisionne en gros à 90%. La matière ne vient pas du tout des Landes, mais vient d'Espagne, et plutôt d'Espagne de l'Ouest et du Sud, de Galice par exemple. Et donc nous, on essaie de travailler pour inverser cette tendance-là, pour lutter en tout cas contre cette tendance-là. Et donc sur nos approvisionnements de pain standard, on essaie notamment d'avoir des partenariats avec des fournisseurs qui sont locaux pour le coup dans les Landes, d'ouvrir des nouveaux marchés, essayer de trouver des nouveaux produits. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais d'essayer d'ouvrir des nouveaux marchés avec nos fournisseurs de pain des Landes, notamment avec un panneau dans le Lot-et-Garonne. On essaie aussi on a notamment un de nos fournisseurs de planches en bois avec lequel on travaille sur un projet industriel collaboratif. Donc pareil, pour avoir des approvisionnements qui seraient du coup français et de pain des Landes. Et notre troisième levier d'action, en fait, c'est qu'on a au sein d'Adam une scierie de deuxième transformation. Donc au lieu, on n'est pas obligé d'acheter que des composants de caisse qui, eux, viendraient d'Espagne majoritairement. On peut aussi acheter des planches, des grandes planches en bois qu'on peut travailler ici. Et donc, c'est là où je rejoins votre question sur les marges, c'est qu'en fait, sur ces planches-là, nous, on peut produire nos propres composants de caisse, mais effectivement, le coût en est bien plus important et les marges sont dégradées. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut aller jusqu'à 30 à 40% plus cher sur de la matière première. Mais par contre, si on peut regarder l'indicateur économique, mais on peut en regarder d'autres. Si on regarde l'impact carbone, on le divise en gros par 4 en choisissant de travailler à partir de planches et en les travaillant chez nous. Donc, voilà un indice concret. Roland Le Joliffe, sur un mot sur l'ancrage territorial, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus en quelques minutes? En matière d'ancrage territorial, nous, ce dont on s'est ce qu'on a essayé de faire, ça a été de développer les partenariats locaux, bien évidemment, et donc d'intégrer de plus en plus les parties prenantes dans la communication qu'on faisait autour justement des éléments de la RSE. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Sanogia en fait est une société qui est locale, voire même régionale, que donc la majeure partie de nos activités se déroulent sur des zones qui sont très très réduites. Donc nous avons une entité parisienne et une entité dans le sud. Les deux se gèrent de manière totalement autonome. Et donc, au niveau local, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est justement de faire en sorte d'avoir le maximum de proximité. Proximité à la fois avec nos clients, avec nos fournisseurs. Donc, on rencontre régulièrement des fournisseurs. Et on essaye aussi de faire des échanges avec des entreprises qui sont voisines des nôtres. C'est par exemple ce que l'on va faire lorsqu'on récupère certaines chips de calage, par exemple. Au lieu de les jeter, on va les redistribuer, on va les donner. Et puis surtout qu'on essaye de participer de plus en plus à la vie des parties prenantes qui sont sur notre territoire. Donc c'est comme ça qu'on a rejoint FASVAR, qu'on a rejoint des réseaux d'entreprises, à la fois pour faire de la promotion sur nos actions, mais aussi pour faire en sorte de développer des nouveaux partenariats. Et participer au développement du territoire. Il est 9h06. On parlait RSE ce matin et normes ISO 26000 avec 4 représentants d'entreprises, Grégoire Guyon et Armor Luxe en Bretagne, Roland Le Joliffe ici à l'écran, directeur général de Sanogia, fabrication et distribution de produits d'hygiène, et vous, Jean-Charles Rine et Pauline Leprêtre, des packaging haut de gamme pour le vin dans le 33 en Gironde. C'est le moment promis des questions, des réponses, des exclamations, vos émotions. Olivier Gibert, qu'est-ce qu'on a du côté du chat? On a plusieurs questions qui s'adressent parfois nommément à des intervenants et d'autres qui sont un peu générales. 2 questions pour nos 2 représentants de la société Adam. La première, c'est comment est-ce que vous avez construit votre questionnaire sur le capital humain que vous avez abordé au début? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous examinez les méthodes de travail de vos fournisseurs, tous ceux qui vous approvisionnent en bois, leurs conditions de travail? Est-ce que vous développez une démarche dite d'achat responsable? Voilà la première question. Je vais commencer par la deuxième, du coup, pour concentrer tout le monde. La question des achats responsables, c'est une question clé sur laquelle on échange beaucoup, à la fois avec nos fournisseurs, on en parlait, mais aussi avec nos clients. La question de la caractérisation des matières qu'évoquait Pauline, c'est un enjeu concurrentiel énorme. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, effectivement, on manque d'outils pour caractériser réellement la question des achats. Donc oui, par rapport à nos fournisseurs, on mène des audits, alors qui ne sont pas forcément structurés au titre
d'un audit de grands groupes internationaux. Mais néanmoins, on va chez nos fournisseurs et donc on questionne des pratiques sociales. On sait par exemple très concrètement puisqu'on utilise aussi un ou deux fournisseurs qui sont positionnés en Galice pour des questions économiques, hein, puisqu'on est rattrapé parfois aussi par le pragmatisme de ce point de vue-là. Et donc on sait qu'on a un de nos deux fournisseurs qui a des pratiques sociales qui sont non admissibles, en tout cas dans le cadre d'un référentiel tel que l'ISO 26000, pour revenir au sujet. Donc la question, c'est de mesurer finalement la décroissance de ce fournisseur dans notre portefeuille d'achat et de mettre en place des stratégies pour arriver à cette typologie d'objectifs. Donc c'est extrêmement important de caractériser à la fois la provenance des matières, mais aussi les pratiques sociales, voire sociétales, même si ça c'est plus difficile de nos fournisseurs, et en même temps de questionner les nôtres, puisqu'on est dans des enjeux de progrès. Sur le premier volet de la question, très rapidement, donc on a mis ça en place en 2010 à l'enquête Capital Humain, à l'issue d'une rencontre fortuite, j'allais dire, avec un professeur qui s'appelle Stéphane Trébuc, donc qui est un peu plus cité pour lui, parce que je pense que pour aller plus loin, ça vaut le coup de l'appeler, donc qui a monté depuis une fondation Capital Humain au sein de l'Université de Bordeaux, dont lui, qui est spécialiste plutôt en gestion, en sciences économiques et un peu en sociologie. Donc, c'est lui qui a monté le questionnaire. Il y a beaucoup de questionnaires qui existent de ce point de vue-là, en particulier l'ARACT a des outils méthodologiques assez élaborés. Nous, on a essayé de l'adapter un petit peu aux caractéristiques de l'entreprise et de le faire évoluer au fil du temps pour sortir finalement 4 ou 5 grandes catégories d'analyse qui nous permettent derrière effectivement de mettre en place des plans d'action. On est toujours dans une logique, et c'est celle de l'ISO 26000 aussi quelque part, d'amélioration continue, donc de mesure, d'analyse et d'action de l'efficacité. Merci Jean-Charles. Une autre question qui s'adresse à vous trois. Est-ce que vous mesurez l'impact économique d'une démarche RSE? Est-ce que vous arrivez à l'évaluer? Est-ce que vous l'avez chiffré? Je vais prendre la parole 2 minutes sur le sujet. Nous, très concrètement, on a mesuré la puissance énorme de la démarche. En 2009, on était dans une situation très difficile où on ne gagnait plus rien depuis 4 ou 5 ans. Le réengagement, alors on l'a mesuré via le volet social dans un premier temps, mais le réengagement des collaborateurs nous a amené sur un point bas d'activité. À l'époque, on était à 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est à 9 aujourd'hui, à regagner 100 000 euros après impôts et dettes d'acquisition. Donc très, très concrètement, on a vu le résultat en année 1 et on l'a vu en année 2, en année 3, en année 4. Et on engrange finalement un cercle vertueux qui met l'économique au service du social, et en sachant très bien qu'il n'y a pas de performance économique sans performance sociale. Donc c'est ce cercle vertueux, en tout cas dans notre cadre à nous, qui est celui d'une industrie manufacturière du secteur traditionnel, mais qui était il y a 10 ans quasiment condamnée. Hein, si on écoutait les médias, une PMI de ce type-là n'existait plus. Aujourd'hui, on a construit une nouvelle usine, voilà, sur le territoire. On a investi 6 millions d'euros grâce, j'allais dire, à l'ensemble des items de la RSE. Ok, merci. Je vous pose également la question, Grégoire Guyon et Roland Lejoly, sur l'impact économique d'une démarche RSE. Alors nous, on est une petite entreprise qui répond à énormément d'appels d'offres. On fait plus d'une centaine de réponses d'appels d'offres par an. Ce que l'on a mesuré, c'était que dès lors qu'on s'était engagé dans une démarche RSE, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une réponse à appel d'offres, vous avez des notes qui sont liées soit à l'environnement, soit à la RSE. Nous avons eu une augmentation de ces notes-là et donc aussi une augmentation du taux de retour sur les appels d'offres. Ensuite, comme le dit si bien Jean-Charles, nous avons effectivement, lorsqu'on est dans une démarche RSE, nous avons l'obligation de rentrer dans une logique de démarche d'amélioration continue. Et donc, nous avons regardé tous les autres postes donc, en interne. Donc, on a commencé à regarder nos consommations d'eau, nos consommations d'électricité, nos déplacements. Et sur chacun de ces items, nous avons commencé à mettre en place des actions, à la fois environnementales et sociales, puisque dans l'environnemental, nous avons regardé l'état de nos consommations. Et dans le social, nous avons aussi fait en sorte de pouvoir, par exemple sur les déplacements, limiter au maximum les déplacements de nos collaborateurs, ne les rendre que lorsque cela s'avérait nécessaire. Excusez-moi, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît, à celles et ceux qui participent. C'est l'AFNOR en fait qui organise ces bonnes. Anna, bonjour Anna. C'est bon. Voilà.
Donc, nous avons donc effectivement regardé tout ce qui pouvait être des éléments sur lesquels on pouvait jouer. Et donc, ce que l'on constate, c'est que nous sommes en amélioration de chiffre d'affaires et de marge depuis que nous sommes sur un engagement sérieux de la RSE. Nous sommes passés d'un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 à un peu plus de 7 millions cette année. D'accord. Grégoire, un mot peut-être ou Oui, je peux. La difficulté pour répondre à cette question, c'est le choix d'indicateurs pertinents. Et les indicateurs ne peuvent pas être les mêmes d'une entreprise à l'autre. Donc, sur la question, est-ce qu'on a le sentiment que la démarche RSE qu'on a construite au fil des années a permis d'améliorer la performance globale de l'entreprise? La réponse est plutôt oui. On a le sentiment, que cette démarche elle a permis de fidéliser notre clientèle traditionnelle, et deux, Roland l'évoquait par exemple le vêtement professionnel, on se doute que notre démarche RSE nous a permis de gagner de nouveaux marchés ou en tout cas d'en conserver. Ça, c'est un fait. Après, sur des indicateurs plus petits, mais pas moins importants, on sait que depuis qu'on est engagé, on a réduit nos émissions de CO2, notamment en généralisant l'utilisation du train par rapport à l'avion, parce que Quimper reste quand même assez éloigné des centres de décision. Donc, il y avait un vrai enjeu là-dessus pour tous ceux qui se déplacent. Et puis sur les économies d'énergie, oui, on a un suivi et un contrôle extrêmement strict des consommations d'eau, mais aussi d'énergie, puisque tout ce qu'on a entrepris, notamment en investissant dans des équipements plus écologiques, nous a permis de réduire les consommations d'énergie. Donc, il y a un impact environnemental, bien sûr, et puis il y a un impact économique. Et les deux sont totalement liés, il faut bien avoir ça en tête. Et au-delà de ça, nous, on a toujours considéré que la démarche RSE était plus une opportunité qu'une contrainte, et qu'elle devait plus être jugée comme étant un investissement plutôt qu'un coût, parce que le court terme a toujours tendance à diviser, alors que le long terme souvent rapproche. Et l'idée d'inscrire cette démarche dans le temps, c'était intéressant parce que ça permettait de fédérer, alors que lorsqu'on inscrit les choses pour le lendemain, les risques de division, on sait bien dans les entreprises comment ça peut fonctionner, enfin, en tout cas dans la mienne. C'est pas toujours facile d'avoir un objectif très précis, très ambitieux à réaliser immédiatement. Donc, il faut aussi avoir cette vision moyen-long terme pour se donner les chances de réussir. Okay. Merci Grégoire. Yann, est-ce que tu m'autorises encore une ou deux questions? Pas de problème, vas-y, place à nos invités. Alors, il y a aussi sur le côté social, vous en avez parlé, il y a eu 2 questions sur le recours au travail avec des entreprises d'insertion qui développent elles aussi une responsabilité sociétale des entreprises inclusives. Est-ce que l'un ou l'autre, vous êtes en mesure de vous exprimer là-dessus? Alors, nous, on travaille avec une société qui s'appelle Fasvar. Et quand on dit qu'on travaille, en fait, c'est l'une de nos parties prenantes, puisque lorsque nous avons fait nous avons eu l'enquête sur le label ISO 26000 auquel nous avons candidaté. Elle faisait partie des parties prenantes interrogées. Avec elle, nous répondons à toutes les sollicitations qu'il peut y avoir, notamment en matière de recrutement, d'embauche, de présentation de nos activités à des jeunes ou à du personnel en difficulté. Et notre responsable de ressources humaines, Laurence Lossi, participe à toutes les rencontres qui sont faites avec cette association-là. Par ailleurs, au niveau de l'intérim, alors le label RSE inclusive, je vais avouer mon ignorance en la matière. Nous essayons, nous, de travailler avec les entreprises de proximité, toutes les entreprises d'intérim de proximité, donc aussi bien celles qui sont sur la zone que celles qui sont sur une zone géographique éloignée de quelques kilomètres.
pour différentes raisons. D'abord parce que ça nous permet d'avoir des relations privilégiées avec ces entreprises-là, de proximité. Et surtout, c'est parce que ça facilite et ça limite les déplacements des personnes en situation d'intérim qui viennent travailler chez nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, pour le groupe auquel nous appartenons, nous sommes situés sur le plateau des entreprises de Signes, qui est voisin du circuit du Castellet. Et c'est un plateau qui est un peu isolé. Donc, tout est à proximité, mais tout est toujours très loin de ce plateau-là. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix, si jamais nous voulons être cohérents dans notre démarche, que de faire en sorte de travailler avec des gens qui se situent sur une zone très, très restreinte et donc à proximité de notre entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question, mais je vais vous expliquer comment on travaillait avec ces entreprises d'insertion et comment est-ce qu'on essayait de faire de l'inclusion avec une association dont c'était le métier. Merci Roland. Grégoire, je rajoute, oui, l'insertion, c'est complètement en lien d'ailleurs avec l'ancrage territorial. Nous, on est adhérents fondateurs du Crépi Finistère. On travaille beaucoup avec un chantier d'insertion qui s'appelle ABI 29, Association au bénéfice de l'insertion du Finistère, et qui collecte les textiles usagés que les consommateurs ramènent sur le parking de nos magasins. Et puis, on soutient aussi d'autres structures de l'ESS, notamment sur des grosses opérations commerciales où on a besoin de confier des tâches sur le territoire pour les organiser au mieux. Donc oui, ça fait partie des engagements, mais ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on s'est amélioré par rapport à la première évaluation AFAC 26 000, puisqu'il avait été identifié qu'on devait progresser dans ce domaine-là. Donc voilà. Jean-Charles, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je veux juste revenir sur le label, donc engagé RSE. Olivier va être content. Ou plus globalement, dans ces démarches-là, on induit finalement une forme d'ouverture sur le monde. Voilà, assez général, donc ça s'appelle les parties prenantes. Et donc, on prend conscience que, et ça, je pense que c'est très, très important, qu'il y a beaucoup de richesses en dehors de nous. On est souvent très auto-centré sur nos entreprises, parfois sur nous-mêmes. On vit dans un monde qui s'auto-centre de plus en plus. Le label engagé RSE et l'ISO 26000 nous forcent, entre guillemets, en tout cas dans un premier temps, puisque dans un deuxième temps, on va voir que c'est beaucoup plus productif que ça, à s'ouvrir sur le monde. Et en particulier, sur le monde associatif, Grégoire citait l'ESS, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, notamment des modes de gouvernance de ces structures-là. Et du coup, oui, je pense que nous, en 2010, on ne savait pas ce que c'était qu'une assoce, quasiment pas. On savait encore moins ce que c'était que l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on le sait un peu plus. On a un contrat de partenariat avec une ressourcerie à Bordeaux. Et en termes d'exemplarité, moi, je trouve qu'il y a beaucoup à tirer du monde associatif et de l'ESS en particulier. Ok, merci. Une question sur le volet RH de votre démarche RSE. Est-ce que lors du déploiement de votre démarche RSE avec l'ISO 26000 et notamment dans la démarche de labellisation, vous avez observé des réticences de la part de vos équipes? Est-ce qu'il y a eu des freins à lever? Et une fois la démarche déployée, est-ce que vous avez observé des bénéfices, notamment sur les questions d'absentéisme ou de fidélisation des salariés? Je joins deux questions en une. Donc, peut-être je vous pose la question, Grégoire. Oui, je n'ai pas compris juste la fin. Est-ce qu'il y avait des réticences observées en interne lorsque vous parlez de votre démarche RSE, au début, au lancement, et puis à plus long terme, puisque vous en avez parlé, est-ce que vous avez observé des bénéfices sur les questions d'absentéisme ou de fidélisation, par exemple? D'accord. Première partie de votre question, ça je peux y répondre, puisqu'on se parle franchement ce matin. Des réticences, il y en a toujours, parce que dès lors que vous avez un projet nouveau, même si vous avez le sentiment qu'il devrait être fédérateur pour tout le monde, vous connaissez, on est tous pareils, c'est-à-dire que le frein, il y a toujours un frein au changement quel qu'il soit, que ce soit la RSE ou autre chose. Donc, il a fallu convaincre
assez rapidement, parce qu'en fait, entre la sortie de la norme, votre directeur général l'évoquait, c'est en 2010, et notre première évaluation, il y a eu 3 mois. Donc, oui, on a convaincu que cette démarche était indispensable dans notre entreprise par rapport à son secteur d'activité et par rapport aussi à la vision qu'on se faisait de notre rôle dans la filière. Donc, ça prend un peu de temps. La plus grosse difficulté, c'est d'arriver à montrer qu'une stratégie d'entreprise, elle est capable de se décliner dans un atelier de fabrication pour des opératrices de confection. Elle est là la difficulté, parce que le management intermédiaire, ce n'était pas les personnes les plus difficiles à convaincre. Mais par contre, il faut être capable de montrer que dans un atelier, la démarche et la stratégie d'entreprise, ça correspond à une réalité. Et donc, là-dessus, depuis 10 ans, on essaye toujours un peu de progresser. Alors, au début, c'est simplement par de l'affichage. Ensuite, c'est aussi sur les produits qui sont confectionnés dans les ateliers, avec des matières éco-responsables. Ensuite, c'est sur la santé au travail, avec l'apparition de tapis anti-fatigue, de chaises qui sont plus confortables et qui réduisent les TMS. Donc, c'est un travail qu'on mène avec aussi les représentants du personnel, puisqu'il y a une commission gestes et postures qui travaille là-dessus pour améliorer les choses au quotidien. Mais pour répondre à votre question, j'essaie de ne pas être trop long. Oui, il peut y avoir des réticences au changement, et le vrai enjeu, c'est que les salariés qui sont a priori les plus éloignés de la direction générale puissent voir au quotidien ce que ça représente et quels bénéfices l'entreprise peut en avoir dans son organisation et dans son business. Merci Grégoire. Jean-Charles, Roland, vous voulez réagir? Alors moi, si Jean-Charles est d'accord, je vais réagir un peu plus rapidement. Nous, on va puiser un peu dans notre histoire, si vous voulez bien. En 2010, notre président, M. Bruno Sogomonian, a décidé qu'il fallait travailler de plus en plus sur tout ce qui était les aspects RSE, et donc on a commencé par l'environnement. Il est arrivé une responsable qualité, sécurité, environnement, Aude Arthès, qui a beaucoup parlé avec l'ensemble des collaborateurs. Alors, elle est arrivée en 2013, et en 2013, nous étions qu'une quinzaine. Donc, dans une TPE, c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir des liens de proximité. Et comme elle était convaincue par la RSE, elle a réussi à faire en sorte que le maximum des personnes qui étaient à la base de la société, donc les personnes principales, puissent être convaincues de l'intérêt de rentrer dans une démarche de responsabilité sociétale et sociale des entreprises. Quand je suis arrivé en 2016, et c'est ça en fait qui est intéressant pour qu'on puisse bien comprendre dans quel état d'esprit se trouvent les collaborateurs, comme tous ceux qui, en 2016, comme tous ceux à qui on parlait de RSE, je pensais que c'était du verbiage, c'était une excuse, c'était quelque chose qui permettait de faire de la communication, puisque à la base, je suis le responsable de la communication de la société. Et donc, je pensais que ça servait à faire essentiellement de la communication. Dès lors que j'ai rencontré toutes ces personnes et que toutes ces personnes étaient convaincues par la RSE, j'ai été progressivement contaminé par l'intérêt de réfléchir différemment mes actions. Je m'explique. Aujourd'hui, je ne pense pas que la RSE soit une excuse et soit de la communication pour faire bien dans une entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, la RSE, c'est un projet qui permet à toute entreprise qui y croit vraiment, qui s'intègre vraiment dans cette démarche et dans cette logique de RSE, de progresser sur tous les plans, sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan relationnel avec ses clients et ses fournisseurs, sur le plan des achats, sur le plan de la vente aussi, puisque c'est aussi une pratique de la loyauté qui va s'imposer à tous, sur les relations qu'on peut avoir sur le territoire avec les parties prenantes. Et donc, en fait, la RSE, c'est vraiment un tout qui permet à une entreprise de pouvoir progresser, de pouvoir s'améliorer en permanence. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, nous ne notons pas de réticence à la RSE puisque tout le monde est convaincu de l'intérêt de la RSE. Mais au contraire, tous les nouveaux arrivants sont, eux, formés à la RSE. Ce qui veut donc dire qu'en fait, la RSE est devenue une valeur partagée au sein de l'entreprise. Et donc, tout le monde adhère volontiers à cette démarche-là.
Et dès lors qu'on fait quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, RSE, selon les principes que nous pensons, on n'hésite pas à se le dire entre nous. Voilà. Donc, chez nous, il n'y a pas eu de réticence. Il y a eu au contraire un phénomène d'éducation et de partage qui a été relativement facile. En ce qui concerne la deuxième question, le taux de turnover, ce que l'on constate, nous, au sein de Sanogia et du groupe, c'est qu'on a un taux de turnover inférieur à 2%. Donc, on en a quasiment pas de turnover. Merci. Jean-Charles, vous voulez compléter ou je pose ma dernière question? Moi, je veux bien compléter un peu. En Pauline, tout cas, merci. je me reconnais beaucoup dans les deux réponses qui ont été faites, et par Grégoire et par Roland. Par Roland, d'une part, sur le fait que ce soit multi-sujet, enfin, qu'il y ait plein de thématiques qui soient liées à ça, et que la RSE se soit vraiment ancrée dans une stratégie d'entreprise. Et sur ce que disait Grégoire, sur le fait qu'il faut que ça corresponde à une réalité des salariés. Sur la partie intégration dans l'entreprise, en fait, moi, l'effet que ça m'a fait en arrivant chez Adam, je suis là depuis pas très longtemps, depuis 2 ans environ. L'effet que ça m'a fait, c'est qu'il n'y a pas eu à un moment un virage où on s'est dit tiens, on va faire de la RSE. C'est qu'en fait, c'est parti de quelque chose qui ne s'appelait pas vraiment RSE, qui existait, qui était là, qui était une manière de fonctionner très partagée par la direction, mais partagée aussi par les collaborateurs. Et qu'en fait, ça s'est mis à s'appeler un peu développement durable, puis il y a eu des ateliers développement durable, puis on a appelé ça un peu plus RSE. Mais finalement, peu importe le nom qu'on met derrière, ce qui se ressent en tout cas ici, c'est une volonté de faire les choses bien sur tout un tas de thématiques. Et bon, maintenant, on a un terme qui est plus partagé dans l'entreprise, parce que vous veniez ici en 2010, même si la norme ISO était déjà sortie, demander ce que c'était la RSE, je pense que personne n'était au courant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais à la limite, peu importe l'étiquette qu'on met dessus, je pense qu'il est important, c'est que ce soit vraiment un fil conducteur et à long terme. Si c'est tout à coup un virage qui est fait, ça m'étonnerait que ça prenne autant son sens. Il faut que ça s'appuie sur des choses qui sont réelles et concrètes. Et ça rejoint un peu le fait que ce soit multi-sujet. C'est qu'en fait, tout le monde va, dans son activité, avoir des liens avec la RSE. Et que ce soit dans son activité professionnelle ou même juste dans ses affinités. Et quand Grégoire parlait il faut que les salariés puissent s'y retrouver, nous, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'il y a des sensibilités différentes. Il y en a qui vont être plus sensibles à des actions plus environnementales, d'autres plus sociales. Et moi, je pense à une personne qui était pas du tout sensibilisée à tout ce qui était environnemental chez nous, mais qui est beaucoup plus, qui est acteur et qui vraiment est moteur sur tous les sujets d'inclusivité des personnes en situation de handicap, qui était très présente quand on organise des journées. On a par exemple des personnes qui sont venues dans l'entreprise où elle était motrice sur ça. Je sais pas si ça se dit motrice. En tout cas, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été accrochée par ce côté plutôt social et inclusion, et que finalement la partie environnement, elle est contente d'avoir pu s'acculturer à ça, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et elle m'a même témoigné, alors c'est une toute petite action, mais sur l'arrêt des gobelets en plastique, elle m'a témoigné qu'au départ, c'est juste une anecdote, hein, qu'au départ, c'était contraignant parce que voilà, il fallait penser à sa tasse, etc. Mais qu'en fait, maintenant, elle adore avoir sa petite tasse avec son nom gravé dessous, savoir que la tasse est faite en grès médocain et vient d'à côté. Et en fait, elle m'a même confié que c'est grâce à Adam qu'elle a commencé à faire du tri sélectif chez elle. Enfin, c'est des trucs, c'est des petites victoires, mais voilà, je pense qu'on peut réussir avec une démarche RSE qui est vraiment incarnée à raccrocher tout le monde par une sensibilité qu'ils peuvent avoir sur une des thématiques et l'élargir aux autres thématiques par la suite, quoi. C'est très bien les anecdotes, Pauline. Qu'est-ce qui se passe vendredi chez vous, chez Adam ? Il se passe quelque chose, il y a un vendredi. On va aller manger. Vous nous avez organisé quelque chose? Alors, il y a un événement interne où vous allez parler RSE, c'est ça? Ou en tout cas, racontez-nous votre événement. On va parler entreprise plutôt. Entreprise, d'accord. Mais... Ça revient un petit peu, c'est des enjeux de gouvernance ou de transparence, de communication. Donc, on essaye d'informer au maximum et de la façon la plus transparente possible l'ensemble des salariés sur ce qui se passe dans l'entreprise. Donc là, on fait un point traditionnel où la question des comptes et de la transparence financière est évidemment complètement abordée, de l'avenir est abordée, et on essaie de partager le maximum d'informations sur la question financière, par exemple. On publie nos comptes déjà, ça je pense qu'en termes de RSE, c'est important. Il y a pas mal d'entreprises qui ne publient pas leurs comptes. C'est
Petite remarque au passage. Et donc, le personnel a une restitution aussi exhaustive que les banquiers peuvent l'avoir quand je dois les rencontrer. Voilà pour mon avis. Et quand Jean-Charles dit le personnel, c'est réellement tout le personnel. C'est-à-dire qu'il y a même, c'est jusqu'aux intérimaires qui sont chez nous en ce moment, tout le monde, de l'opérateur au cadre, assiste à la restitution au même titre et à les mêmes informations. Très bien. Olivier, je sais que vous aviez une dernière question. Est-ce qu'on peut la garder pour les dernières 10 minutes d'ici 10 heures? Avec plaisir. C'est bon, voilà, je voulais… Jean-Charles a évoqué la gouvernance. Alors, je voulais enchaîner sur ce troisième point. On a parlé ancrage territorial, on a parlé beaucoup volet social. Sur la gouvernance, justement, vous avez un modèle original, Jean-Charles? On n'a toujours pas de modèle. Construction, alors? Ou heureusement. Non, on est sur une logique où… D'une part, Pauline en a un peu parlé, et dans la question précédente, c'est la question de déployer un socle culturel commun, parce que ça, je pense que c'est très important sur plein de sujets, hein, autant sur la partie de l'efficacité opérationnelle que sur la thématique de la RSE, que sur un certain nombre de sujets. Donc nous, ce qu'on essaye de mettre en place depuis qu'on a déménagé en 2015, puisqu'on avait un problème d'outils et de conditions de travail à résoudre au préalable, c'est des formes de gouvernance et d'organisation qui permettent aux salariés finalement d'exprimer leurs problématiques du quotidien. Pour ça, il y a tout un tas d'outils, issus en particulier du Lean. Donc, on met en place du management visuel de la performance. C'est toujours basé sur de la mesure, de l'analyse et de l'action. Donc ça, c'est un premier niveau. Je pense que si on n'a pas, et c'est aussi ce que disait Grégoire dans son intervention précédente, si on n'a pas résolu la question de laisser s'exprimer les collaborateurs sur les irritants du quotidien, c'est très difficile d'aller plus loin et de parler d'inclusion ou de problématiques environnementales. Donc, on a des méthodes de gestion de production aujourd'hui liées à l'amélioration continue qui sont dites agiles et qui fonctionnent. On a mis en place plus de transversalité aussi dans les ateliers à travers des organisations un peu innovantes. On a mis du développement des compétences à travers des postes un petit peu transversaux. Et puis, on a mis en place différentes instances, finalement, alors qui sont soit très classiques, un CSE complètement constitué avec délégués du personnel, mais qu'on réunit de façon très, très fréquente sur un certain nombre de questions. Un comité de pilotage qu'on appelle chez nous POP 60, pour simplifier, c'est les cadres de l'entreprise qui vont plutôt réfléchir effectivement sur des décisions stratégiques ou pseudo-stratégiques, parce qu'en PME, c'est toujours compliqué de faire de la stratégie. Et aussi, alors là, c'est un petit peu plus innovant, mais on en parle quand même de temps à autre, sur des décisions qui sont un peu plus impliquantes. Pour le personnel, on va prendre des décisions à la majorité des 2/3 en assemblée plénière. On a 65 personnes qui se réunissent. On va décider d'un changement de modalité d'organisation si on a une majorité des 2/3 qui décide que cette modalité d'organisation mérite d'être changée, et sinon on reste en l'état où on est dans des logiques de test and learn. Sur la transmission, Jean-Charles, vous avez des idées? C'est là que réside peut-être l'originalité? Alors, les processus de prise de décision, ils sont assez originaux quand même par rapport aux standards classiques. Je pense que voilà, tout le monde ne déploie pas ces processus-là de cette façon-là. Nous, on a, alors là, dans la question des modèles, peut-être, si on a quelque chose qui nous guide ou qui nous motive, il faut bien entendre la terminologie, c'est la transmission gratuite de l'entreprise vers ses salariés. Donc, il y a, dans les termes que j'emploie, il y a la gratuité et il y a vers ses salariés. Aujourd'hui, en France, c'est juste pas possible. Voilà. Vous valorisez votre entreprise sur une base comptable et si vous la cédez, elle doit être cédée sur cette base de valorisation. Donc, vendre son entreprise à ses salariés, ça c'est assez facile, tant que les salariés aient de quoi la payer. Alors, pourquoi une transmission gratuite vers ses salariés? D'une part, parce qu'on estime que l'enrichissement individuel de l'actionnaire, ce n'est pas l'enjeu du monde vers lequel on évolue. Et d'autre part, la gratuité de la transmission évite d'affaiblir votre entreprise au plan financier, puisque finalement, la dette qui sera contractée in fine va être payée par l'entreprise. Nous, on l'a vécu aujourd'hui. Et ça, moi, j'interpelle les pouvoirs publics depuis longtemps sur ce sujet-là. Et même si dans le cadre de la loi PAC, il y a quelques évolutions, il y a une seule solution technique qui existe, ça s'appelle une fondation actionnaire. Il y a 3 entreprises en France qui sont sur ce modèle-là.
à peu près 1500 en Scandinavie et en Allemagne. Donc, c'est de la typologie PME, ETI. Donc, pourquoi aujourd'hui en France, on n'arrive pas à aboutir sur ces sujets-là? Voilà, c'est une question pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Une fondation actionnaire, c'est une gouvernance choisie, donc ça ne répond pas à la question de la gouvernance entière par les salariés. Mais par contre, vous pouvez faire un don gratuit de votre entreprise à une fondation actionnaire. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Question qu'évoquait Stéphanie Kerbar dans le clip introductif. Elle incitait les uns les autres à communiquer sur les actions, vos actions RSE. Comment vous communiquez vers l'extérieur? Grégoire, vous dites que tout n'a pas vocation à être communiqué vers l'extérieur. Il y a des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Voilà. Chapitre sur la communication vers l'extérieur. J'essaye d'être précis par rapport à cette remarque. C'est-à-dire que si on veut éviter tout risque de dérapage vers du greenwashing, ou en tout cas se faire taxer de ça, la communication, c'est un point clé. Donc, il y a la communication interne. Là, pour le coup, toute action entreprise, tout progrès réalisé, il faut le partager. Pour l'externe, il y a des choses qu'on fait tous les jours dans les entreprises qui permettent de faire progresser et qui ne sont pas forcément communicables. Parce que sinon, on pourrait avoir tendance à inverser la logique. C'est-à-dire que comme il faut communiquer, on va faire telle ou telle action. Nous, on est plutôt dans une logique très pragmatique où on fait et après on décide des actions qui méritent d'être communiquées à l'extérieur. Et encore, quand on fait ça, on fait ça de façon très, j'allais dire discrète. Le mot est peut-être pas adapté, mais en tout cas, on essaye d'être humble et modeste, peut-être. Ouais, le plus humble possible, parce que dans cette démarche, tous ceux qui font de la RSE, ils font des choses qui ont du sens par rapport à la réalité de leur organisation. Il ne peut pas y avoir une action qui est plus importante qu'une autre. Donc, voilà, il faut faire preuve, à mon avis, faut être crédible, il faut être transparent le plus possible et il faut surtout être humble. Voilà. Donc, on communique plus par petits cercles que par… on ne va pas faire une campagne de communication pour donner nos résultats, par exemple. D'abord, on n'a pas les moyens, mais quand bien même on les aurait, je pense qu'on ne le ferait pas. Voilà, on privilégie l'interne et après des réseaux de parties prenantes qui sont directement concernés par tel ou tel domaine. Roland Le Joly, vous aussi, vous prenez la modestie, vous nous dites que ce n'est pas un concours. Hein. La RSE, vous mettez en place des actions dans lesquelles vous vous sentez bien. Oui, c'est exact. Alors, comme je vous l'ai dit, quand je suis arrivé en 2016, la RSE, pour moi, était quelque chose de très abstrait. Il se trouve que nous, au titre de Sanogia, nous sommes rentrés dans la RSE par le prisme de l'environnement, comme beaucoup. On a tous commencé par l'environnement et puis, doucement, on a mis en place des actions. Sauf que tout était désordonné. On faisait, c'était une action sociale parce qu'on trouvait ça bien, on faisait une action environnementale parce qu'on trouvait ça bien, puis on faisait des millefeuilles, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'à force de faire des millefeuilles, il n'y avait pas d'action cohérente, de stratégie réelle au niveau de la RSE. Et donc, on a commencé à organiser tout cela. Tout d'abord à travers un ISO 14001, un système de management environnemental, puis ensuite en participant à des systèmes, à des réseaux RSE. Par exemple, en région, nous avons un réseau RSE qui s'appelle le CEDRE, auquel nous avons adhéré l'année dernière, qui nous permet justement de partager des bonnes pratiques. Et puis, la dernière chose, l'avant-dernière chose, il existe des trophées RSE. Alors, même si ce n'est pas un concours, en tout cas, ça permet à un moment donné à une entreprise de faire un point sur son niveau d'engagement RSE. Et donc, on a regardé, non pas pour postuler au concours, parce que pendant 2-3 ans, on ne l'a pas du tout fait. On regardait à chaque fois quel était le niveau de score et surtout quelles étaient les questions et l'organisation de la RSE autour de ce trophée-là. La dernière chose que nous ayons faite, c'était l'année dernière. Nous avions décidé de rentrer dans la logique du label ISO 26000 RSE proprement engagé avec la FIS.
Et donc, nous en avons discuté avec Christelle Henry, qui est la personne en charge de tout ça à la FIS. Et nous avons décidé de rentrer dans cette logique-là parce que cela permettait de rendre cohérentes toutes les actions, mais surtout d'organiser nos actions autour d'un plan stratégique RSE. En ce qui concerne la communication, on communique effectivement beaucoup sur la RSE, mais par contre, on fait de la communication ciblée. La communication que l'on fait, ce n'est pas pour dire que ce que l'on fait, c'est bien, c'est plutôt pour inciter un maximum d'entreprises à rejoindre notre démarche RSE et à nous rejoindre dans cette logique de RSE, parce que plus nous serons d'entreprises responsables, engagées sociétalement et environnementalement, et plus nous aurons une économie qui sera, elle, en lien avec ce que l'on attend de nos entreprises. Donc, si nous communiquons aujourd'hui, c'est effectivement pour sensibiliser et pour découvrir des bonnes pratiques qui peuvent exister par ailleurs. Donc, ce que j'entends qui est fait avec Jean-Charles et Pauline dans le groupe Adam, il y a plein d'excellentes actions. Certaines sont transposables, d'autres moins. Et par exemple, le questionnaire sur la qualité de vie au travail qui est fait auprès de leurs collaborateurs est un questionnaire que nous faisons aussi, mais qui mérite très certainement d'être amélioré. Et l'intérêt de savoir qu'il y a d'autres entreprises qui le font, c'est qu'à un moment donné, on peut partager ces pratiques-là et voir ce qui peut concerner nos entreprises. Et là, je rejoins ce qu'a dit Grégoire tout à l'heure. Tout n'est pas transposable, mais par contre, certaines actions des autres entreprises peuvent être utiles dans la nôtre. Nous, on communique beaucoup à travers la COP, la communication sur le progrès du pacte mondial de l'ONU, parce que ça nous permet justement de pouvoir… perdu. On a toujours le son, tout va bien. J'ai une coupure. J'ai une coupure pendant une seconde. Donc, nous, ça nous permet justement de pouvoir vraiment organiser donc, toutes nos actions RSE dans un document qui est un peu plus formel que ce que l'on peut faire à travers un document interne. Voilà. J'ai une question à la volée avant de repasser le micro à Olivier Gibert pour les questions du public. On traverse une période particulière en ce moment, ça n'échappe à personne. Est-ce que la RSE est soluble dans le post-Covid? Est-ce qu'on peut se dire c'est bien gentil tout ça la RSE, mais moi ce qui m'intéresse c'est de redresser ma boîte et la RSE je mets ça de côté? Allez-y, Jean-Charles par exemple. La solubilité dans le post-Covid, ça c'est de la RSE. Qu'il faudra travailler. Est-ce qu'on met la RSE de côté ou au contraire Non, évidemment que non. La RSE, c'est avant tout un outil de couverture de risque ou de pérennité. Donc, dans ce genre de crise, on est évidemment dans la gestion du risque et la question de la pérennité des organisations. Donc, le préambule sur lequel on est tous convaincus, c'est que la performance de nos organisations, elle est liée finalement à l'investissement en RSE qu'on a fait ou qu'on peut faire ou qu'on va faire. On va plutôt renforcer nos investissements en la matière, d'autant que je crois que cette crise-là montre qu'effectivement, la gestion du risque au plan de nos gouvernants n'a pas été d'une anticipation fantastique, si je puis me permettre. Donc, on a plutôt, nous, envie d'aller plus loin. On se questionnait avant la crise sur la question de l'utilité ou du rôle contributeur de l'entreprise dans ses écosystèmes. On se la repose encore un peu plus aujourd'hui. On avait des enjeux, nous, liés à des questions de diversification en termes de production, avec une meilleure utilisation aussi des coproduits de notre process. On va accélérer sur ces sujets-là. Pauline a parlé de la caractérisation des matériaux. Donc, on a un gros projet autour de ce qu'on appelle, nous, l'éco-innovation, qui embarque le volet social et sociétal. Donc, au contraire, moi, je dirais que, et c'est une des annonces ou une des discussions qu'on va avoir vendredi, on va renforcer nos investissements sur ces sujets-là. Et ça leur donne même encore plus de sens et encore plus d'urgence d'aller s'attaquer à des sujets comme ça, sur l'utilité de nos produits, l'utilité de l'entreprise, le rôle de l'entreprise. Et pour un exemple très concret, moi j'avais prévu juste avant le Covid d'organiser une journée pour parler des objectifs de développement durable. En fait, j'ai mené un gros travail préliminaire avec nos deux instances un peu de direction, en tout cas, donc avec le groupe, le comité de pilotage de l'entreprise et les représentants du personnel sur comment on va décliner les objectifs de développement durable de l'ONU pour Adam. Parce que pour moi, pour nous, les objectifs de développement durable, c'est pas
en tout cas, c'est pas seulement une manière de faire du reporting sur comment mes actions contribuent aux ODD. Je sais que le label engagé RSE va permettre ça, va permettre de faire le lien entre une démarche RSE déjà évaluée et la manière dont on contribue aux ODD. C'est très bien, mais il faut aller un cran plus loin, c'est-à-dire prendre ces ODD en données d'entrée de la stratégie d'entreprise, et c'est ça qu'on a commencé à essayer de faire. Et du coup, suite à ce travail préparatoire avec les représentants du personnel et le comité de direction, j'avais prévu d'organiser une grande journée à destination de tous les salariés pour que, en gros, les thèmes prioritaires qui sont sortis de mes entretiens préalables soient discutés avec l'ensemble des salariés. Et cette journée, ça a un coût. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production pendant toute une journée, que tous les salariés sont mobilisés sur ces sujets-là. Cette journée, elle a juste été décalée. Forcément, on était fermé pendant le Covid, mais elle aura lieu le 8 septembre. Donc, on aurait pu se dire, ah ben non, il faut produire, on arrête tout et on se met à fond derrière ces machines. Ça n'empêche pas qu'on va quand même bloquer une journée pour traiter ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont importants, qui semblaient peut-être importants et pas forcément urgents, mais là qui deviennent de plus en plus urgents. Donc oui, c'est clair qu'il faut accélérer tous ces sujets-là et pas du tout les remettre au second plan. Important et surtout pas court-termiste. Merci à tous les deux. Comme promis, deuxième session de questions-réponses. Remarques également, Olivier ? Oui, on a des questions un peu sur la méthode. On a parlé, chacun des intervenants est arrivé à partager des expériences sur le volet social, sur le volet environnemental, sur le volet économique. Il y a des questions sur la méthode. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Quel est l'intérêt de cette norme ISO 26000? Comment vous l'utilisez pour choisir vos actions, peut-être prioriser, et qu'est-ce que vous retenez de la démarche de labellisation, du fait qu'un tiers vienne dans votre entreprise et vous pose des questions à échéance régulière. Voilà, donc je vous pose la question à tous trois. Le fameux OTI. Je veux bien commencer sur ce sujet-là. Alors, nous, on a utilisé vraiment de manière complémentaire la norme ISO 26000 et la grille d'évaluation du label engagé RSE. Pourquoi? Parce qu'en fait, la norme ISO 26000, elle décline, alors vous avez parlé des différents sujets qu'elle traite, mais elle décline vraiment alors ça s'appelle des domaines d'action, mais des sujets où elle questionne sur qu'est-ce que l'entreprise fait, mesure, vérifie sur tout un tas de sujets. Mais ce n'est pas vraiment une manière de s'évaluer, c'est une manière de se questionner sur nos enjeux. Donc nous, on a utilisé la norme ISO 26000 pour ça. On a travaillé à adapter ces différents domaines d'action en thèmes qui étaient plus proches de notre réalité d'entreprise, et à partir de cela, on les a priorisés pour pouvoir travailler sur nos enjeux les plus importants. Les plus importants, pour faire simple, ça veut dire ceux sur lesquels on est le moins performant et ceux qui ont le plus d'importance pour nous et pour nos parties prenantes. Donc, c'est ceux-là sur lesquels on a renforcé nos actions. Donc ça, c'est la première partie sur les enjeux. La deuxième partie, où là, on a plutôt utilisé l'évaluation AFAC 26000, donc engagée RSE. Cette évaluation, elle est hyper intéressante pour avoir une idée de notre niveau de maturité, parce que son découpage, donc elle est découpée, elle évalue d'une part les pratiques et d'autre part les résultats, et son découpage est très proche de la vie d'une entreprise. C'est très facile pour une entreprise de calquer ses activités ou ses services dans les différentes rubriques de cette évaluation. Et elle questionne, comme je disais, les pratiques d'une part, donc qu'est-ce que l'entreprise fait sur tout un tas de sujets, et les résultats. Donc on ne s'arrête pas juste à se dire on a essayé de mettre en place ça, on a cette idée-là. Il y a aussi une mesure et une évaluation du résultat, donc on regarde les indicateurs pour voir si une action mise en œuvre a eu les effets escomptés ou pas, et si on est dans des bons résultats ou pas. Et ce qui est intéressant avec cet audit, nous par exemple, alors la durée de l'audit dépend de plusieurs paramètres, notamment de la taille d'entreprise. Nous, ça a été un audit d'une semaine avec un envoi préalable de tout un tas de documents. Et donc, ça permet vraiment de rentrer en profondeur sur des sujets d'entreprise et d'être le plus objectif possible et d'avoir quelqu'un qui est sur site, qui va échanger avec nos parties prenantes, parce que du coup, l'évaluateur a rencontré des fournisseurs, a eu au téléphone des clients, a fait des groupes de parole avec des salariés. Donc, ça permet vraiment de balayer toutes les questions de la grille d'évaluation et de pouvoir, dans la même logique d'amélioration continue, d'avoir une mesure à un instant donné de notre performance, de notre maturité sur nos sujets RSE, et de savoir comment
se saisir de nos sujets sur lesquels on a des progrès à faire. Moi, je vais rejoindre Pauline sur ce qui a été dit, effectivement, sur l'intérêt de pouvoir, à un moment donné, se faire auditer ou en tout cas se faire enquêter sur le label ISO 26000. De la même manière, nous avons eu cette enquête l'année dernière. Cette enquête a aussi duré environ 3 jours sur site, plus les documents préalables à l'envoi, plus après le retour. Nous, en matière de gouvernance, ce qui se passe, c'est qu'on considère que, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les trois, c'est que la RSE ne fonctionne que si elle est réellement partagée. Donc, nous avons mis en place, au-delà des instances habituelles que l'on peut avoir, comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure, le CSE ou encore le comité de direction ou le comité exécutif avec les actionnaires, nous avons mis en place un groupe RSE qui se réunit à raison de 3 à 4 fois par an et qui va donner son avis sur les actions RSE entreprises et sur celles à entreprendre. Dans ce groupe RSE, nous avons fait en sorte qu'il y ait au moins un représentant de chacun des services de notre société, de notre groupe. Et à la dernière réunion RSE qui s'est tenue mercredi dernier, nous avons même décidé d'intégrer certaines parties prenantes qui avaient été interrogées, notamment dans le cadre de l'ISO 26000, pour qu'elles puissent à la fois porter un regard extérieur sur les actions que nous entreprenions, mais aussi qu'elles puissent nous dire quelles étaient les actions sur lesquelles on devait faire des efforts. Donc, il est prévu qu'on sollicite certaines de ces parties prenantes qui avaient été auditées, donc que ce soit FASVAR, que ce soit même l'Union patronale ou que ce soit d'autres instances. Et ce que nous faisons aussi en matière de RSE, et c'est ça l'intérêt aussi de l'audit, c'est qu'à un moment donné, l'audit et l'enquête posent vraiment le niveau dans lequel vous êtes engagé, comme vient de le dire Pauline. Et à partir du moment où on sait quel est ce niveau dans lequel on est engagé, quel est le niveau RSE de la société ou du groupe, cet audit ne va pas vous donner des lauriers, mais plutôt vous obliger à progresser. La RSE, c'est une démarche d'amélioration continue, mais pour ça, il faut toujours avoir une base de départ. Donc, plus on fera d'enquêtes préalables, plus on fera des audits, plus on demandera à des extérieurs de nous dire où on en est, et mieux on saura quelles sont les actions que l'on doit entreprendre pour l'avenir pour continuer de s'améliorer. L'auditeur n'est pas à la fois sur l'audit et sur le groupe. L'auditeur n'est donc pas un censeur, Roland. Ah non, l'auditeur, il n'est pas là pour dire que ce que l'on fait est bien ou pas. L'auditeur est là pour nous dire, moi, dans vos process, comme l'a dit Pauline, il y a toute une série de questions qui sont posées sur les 7 items. Dans vos process, donc, je dois vous poser la question sur la gouvernance, sur le capital humain, sur tout cela. Je constate qu'à ce niveau-là, vous avez des axes d'amélioration. Donc, il n'est pas là pour nous dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon, mais plutôt pour nous dire, vous avez des axes d'amélioration. On voit toujours le côté positif de ce qu'il y a à faire. Et de l'autre côté, quels sont les niveaux d'engagement sur certains points, notamment, par exemple, alors nous, on avait beaucoup axé sur l'environnement, parce que je vous avais dit que c'était le prisme de départ de notre engagement RSE. Et donc, on avait beaucoup axé sur l'environnement et elle nous a confirmé effectivement que nous étions très avancés en la matière. Par contre, au niveau social, on sait qu'on doit progresser. Au niveau du questionnement des parties prenantes et même de l'intégration des parties prenantes, on doit progresser. On doit aussi et surtout progresser sur les achats responsables, puisque là aussi, il y a des choses à faire. Et donc, nous, grâce à cet audit que nous avons eu l'année dernière, nous avons par exemple mis en place un système qui nous permet d'interroger à la fois l'ensemble de nos clients, que ce soit nos clients internes, à savoir nos salariés, mais nos clients externes aussi, mais aussi nos fournisseurs et leurs conditions d'achat. Et là où il y avait une chose intéressante, c'est que lorsqu'on a fait cet audit, l'auditrice nous a expliqué que c'était bien d'interroger nos acheteurs en rang 1, mais si jamais on veut avoir une démarche RSE complète, il faut interroger les fournisseurs de nos fournisseurs et remonter la chaîne jusqu'à l'origine des produits. Et donc, parce que là, effectivement, on saura si notre démarche est complètement intégrée ou pas. Olivier ? Merci Grégoire, éventuellement, sur cette question. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. L'évaluation AFAC 26000, son intérêt, c'est finalement, évidemment, d'identifier les points forts, mais le vrai intérêt, c'est de dégager des pistes d'amélioration qui permettent de progresser d'une évaluation à l'autre. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et le deuxième point, peut-être pour des entreprises qui hésiteraient à s'engager et à utiliser ce modèle,
Je vais juste raconter cette petite anecdote. Lorsque la norme est sortie, alors, contrairement à ce que Pauline a dit, nous, on n'avait pas la grille d'évaluation à l'époque, on avait juste la norme. Donc, on a mis du temps en fait à intégrer cette norme. Et pour être très honnête, avant le premier rendez-vous avec les gens d'AFNOR, on se disait que c'était quand même plutôt pour une boîte du CAC 40 et qu'on aurait du mal sur tous les domaines d'activité qui étaient cités à trouver une réponse. Voilà. Et puis finalement, en commençant à travailler et en évitant la logique de millefeuille décrite par Roland tout à l'heure, parce que c'est exactement ça un des dangers qui peut exister, on a fini par structurer notre démarche autour des 7 questions centrales et ça, c'est grâce à la norme. Donc, c'est possible pour une entreprise de taille moyenne comme une grande boîte du CAC 40. Vous avez simplement des enjeux qui sont un peu différents, des priorités qui sont différentes et on ne peut pas transposer une démarche d'une entreprise à une autre. Donc, ce que vous faites est bien, vu que ça vous concerne directement et vous êtes les mieux placés pour savoir ce que vous faites et les enjeux auxquels vous devez répondre. Donc voilà, faut pas avoir peur de s'engager et d'utiliser cette norme qui, même si elle paraît un peu contraignante au début, elle est quand même bien utile pour structurer une démarche dans le temps. Merci. Encore une question. Est-ce que vous avez encore des clients qui raisonnent en coût final et qui excluent ou ne considèrent pas les questions de RSE lorsqu'ils vous passent des commandes? Alors moi, je vais répondre parce qu'on fait quand même beaucoup d'appels d'offres. En fait, on trouve de tout. On trouve de tout dans nos clients. On trouve des clients qui sont très sensibilisés à la RSE. On trouve des clients qui le sont un peu moins. On trouve d'autres clients qui considèrent la RSE comme on peut le considérer à l'origine, c'est-à-dire uniquement par le prisme de l'environnement. Puis on a des clients qui en fait ne se posent pas du tout la question. Par exemple, là, on a répondu à un appel d'offres d'une grosse entreprise, d'une grosse collectivité en capitale, à la capitale, qui a fondé son appel d'offres à 100% sur le prix et qui, par contre, dans le mémoire technique, nous demande de développer tous les aspects RSE. Les aspects RSE, les aspects environnementaux surtout, mais 100% de la décision sera prise sur le prix. Donc, on trouve de tout. Après, il y a d'autres entreprises, enfin d'autres collectivités dans les appels d'offres qui nous posent la question et qui mettent la question environnementale ou la question RSE à 10, 20, 30 et rarement à 40 points. Mais déjà, quand on les a à 20 points, on est déjà très heureux parce que ça montre effectivement qu'il y a une réelle sensibilité sur les produits écologiques, sur la formation, sur la consommation, sur la limitation de l'eau, sur les déplacements, sur l'hyperconcentration des produits, sur l'accompagnement individuel, la proximité. Donc, tous les éléments qui peuvent figurer au sein de la RSE. Mais pour répondre à la question, Olivier, on trouve aussi bien des collectivités qui sont intéressées, d'autres qui sont moyennement intéressées et d'autres qui ne le sont pas du tout. Est-ce que Jean-Charles ou Grégoire, vous voulez apporter un complément? Moi, je voudrais juste dire… Pardon, excuse-moi. Vas-y, Grégoire, vas-y. Non, je voudrais juste dire que moi, dans l'ensemble, parce qu'effectivement, nous aussi, on répond à beaucoup d'appels d'offres, ça progresse. La formation et la connaissance du sujet par les acheteurs publics ont beaucoup progressé, au moins ces 10 dernières années. Là, on est confronté, c'est parfois la difficulté, mais ça, Roland vient de le citer, c'est que la RSE, si vraiment ça doit compter dans un appel d'offres, il faut que ça pondère sérieusement le prix. Voilà. C'est qu'on ne peut pas demander à une entreprise qui répond à un appel d'offres d'être exemplaire en la matière et de ne pas le valoriser dans la notation globale. Voilà. Ok, j'en ai fini pour les questions, Yann. Très bien, il est 10h01, des remarques peut-être, il y a des remarques générales plutôt que des questions, une note d'ambiance de notre émission de ce matin. Une note d'ambiance plutôt positive pour celles et ceux qui ont partagé. C'est vrai qu'il y avait d'autres questions qu'on n'a pas pu aborder, mais je pense que respecter le timing est important pour tous. Beaucoup de merci pour l'organisation qui sont partagées dans le module de chat. Merci pour la qualité des interventions, la volonté de partager, de nous faire avancer collectivement à la semaine prochaine, puisqu'effectivement, Yann, il y a un programme de conférences qui se continue. Oui, effectivement, on l'a dit en introduction, rendez-vous la semaine prochaine avec les filières. Les filières, on aura
autour de cette table, entre guillemets, Frédéric Lelouch, président de la plateforme RSE de France Stratégie, le président de la coopération agricole, Dominique Chargé, et puis le président de la Fédération nationale des SCOP du BTP, Charles-Henri Monteau. Donc, coopération agricole, SCOP du BTP, et puis la présidente de la plateforme RSE. C'est le 8 juillet prochain, mercredi prochain, 8h30, 10h. Les liens pour s'inscrire sont en train d'apparaître, je crois, Olivier, dans le chat, mais vous aurez, mesdames, messieurs, un email de remerciement et puis dans lequel vous trouverez ces liens pour vous inscrire. Vous étiez plus de 300 ce matin. Je crois que les inscriptions vaut beau train pour l'épisode du 8, donc de mercredi prochain, et l'épisode du 15 juillet avec les territoires. Trois nouveaux invités. On va remercier nos invités du jour, et puis ils ont en tête une punchline, un petit mot de la fin pour conclure. On était en Gironde ce matin avec Pauline Leprêtre et Jean-Charles Rine. Un mot de la fin, madame, monsieur. Je vais dire au revoir à ma maman. Voilà. La boucle est... et bon courage à tous, et voilà, gardons espoir parce que les choses progressent, et je pense que avec la RSE, on a des vrais outils pour vraiment aller plus loin et changer les choses. Roland Le Joliffe, près du Castellet, entreprise Sanogia. Merci Roland d'avoir été avec nous ce matin. On perd l'image et le son. On va aller saluer Grégoire Guyon, Armor Luxe en Bretagne, qui va peut-être faire un clin d'œil à PwC, à ses deux patrons, comme il l'a fait tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'était les dédicaces. Jean-Charles, c'était sa maman. Vous, c'était… Non. Oui, enfin, bien sûr, beaucoup de gens qui nous aident, donc je ne vais pas tous les citer, ils sont trop. Non, par contre, alors que la saison va bientôt démarrer, on vous attend tous en Bretagne et vous serez bien accueillis. Voilà. Une super campagne sur la Bretagne, la Californie, c'est ça, Grégoire? Exactement. Voilà, on l'a vu, Roland est revenu pour ces quelques instants de conclusion. Roland? On l'a perdu, je crois. On l'a perdu. En tout cas, on le salue, on le remercie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin à l'invitation du groupe AFNOR et sous le parrainage de Stéphanie Kerbar. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, donc à mercredi prochain pour les filières. Ciao, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.